Bonsoir et bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, nouvelle tentative d'éviter la grève de mercredi. La Frappe et le gouvernement sont réunis en ce moment, mais dans les îles, on se prépare déjà. Certains passagers délaissent l'avion pour le bateau. Comment lutter contre la délinquance au Fénois, même si les violences restent moins nombreuses qu'ailleurs en Outre-mer? Les coups et blessures volontaires augmentent. Faut-il renforcer la police? On posera la question à notre invité. Grégory Joron est le secrétaire général du syndicat policier Unité FO et il est en visite à Tahiti. Quelques désillusions aujourd'hui au Palau en volley et en beach volley, mais on retiendra surtout les belles médailles décrochées en judo et en triathlon. Tahiti continue de dominer largement ces mini-jeux du Pacifique. Et puis nous irons à Bora Bora pour le lancement du Heiva ce soir. Lancement spectaculaire avec le célèbre concours des chars fleuris et des orchestres Kaina. On retrouvera sur place nos envoyés spéciaux pour profiter de l'ambiance. Il est encore temps de discuter avant l'entrée en vigueur de la grève mercredi si aucun accord n'est trouvé. La Frappe et le gouvernement avaient rendez-vous ce soir à 18h. Axel Mézinel est sur place avec Jérôme Lee. Axel, quel était l'état d'esprit des deux parties ce soir avant de se retrouver ? Bonsoir Elodie, la Frappe est arrivée en avance à ce rendez-vous fixé par le pays. Une douzaine de personnes sont entrées ici à la présidence. Vous le savez, un seul point de revendication dans ce préavis de grève, c'est la revalorisation du point d'indice salarial des fonctionnaires. Le syndicat s'est dit détendu et soucieux de trouver un accord avec le pays puisque lors de la précédente négociation, chacun avait campé sur ses positions. La Frappe veut une revalorisation immédiate, puis un étalement et le pays veut rester dans le cadre des discussions avec l'ensemble des organisations salariales. Donc cette grève concerne un seul point de revendication, mais tous les services de la fonction publique seront concernés, dont la Maison de la Culture par exemple, ou encore l'aviation civile, mais aussi les pompiers. Vous le savez, si les pompiers des aérodromes cessent le travail, c'est tout le trafic aérien qui sera impacté, mais aussi tous les professionnels du tourisme qui ont déjà commencé à enregistrer des annulations. Merci beaucoup Axel, et on vient de l'apprendre, la Frappe a quitté la table des négociations. Pas d'accord donc ce soir, on ne sait pas encore si une nouvelle rencontre est prévue ou non demain. Donc y aura-t-il grève mercredi? Pour le moment c'est toujours le flou et ça intéresse notamment donc tout le secteur du tourisme en cette période de vacances. Axel parlait des liaisons aériennes qui pourraient être impactées, les transports entre les îles, mais pas seulement. On voit cela avec Ismaël Tahiata, Théa Makamia et Matua Hawata Tubahigroa. Ici, les moteurs n'ont même pas le temps de refroidir qu'il faut déjà repartir. Des allers-retours incessants entre Rongiroa, Tikehau et Makatea. Les pompiers de l'aéroport de Rongiroa ne sont pas en grève. C'est le seul moyen pour rejoindre Tahiti ou d'en revenir. Pour nous, je n'ai pas envie de dire que c'est dramatique. Au contraire, c'est bénéfique parce que voilà, ça fait tourner aussi le bateau, quoi, hein, voilà. Et voilà, après, je comprends aussi la situation quand même des passagers qui ont réservé le voyage d'une vie. Ils ont économisé 10 ans pour venir en Polynésie et ils se retrouvent dans cette situation-là. Je pense que ça fait aussi une mauvaise publicité aussi pour la Polynésie, quoi, hein. La danse, l'artisanat, une richesse culturelle qui se montre bien quand les touristes sont là. Sans eux, c'est la catastrophe. Plus encore quand une grève se prépare. Le fait de savoir qu'il y aura encore la grève dans la semaine qui arrive, pour nous, ça pose beaucoup de problèmes vis-à-vis surtout de nos produits là. À qui on va les vendre, à qui on va les proposer s'il n'y a personne qui vient chez nous. Des montagnes, des vallées et des cours d'eau qui font vivre les légendes et des superstitions dont les touristes sont friands, mais peut-être pas pour longtemps. C'est inquiétant parce qu'en tant que professionnel dans le tourisme, on voit un impact quand même important sur notre activité. Et pas que moi, parce que là je suis dans une île où des gens, je parle des artisans, je parle de beaucoup de gens pour qui ça a un impact aussi. Donc on est tellement inquiet qu'on n'a pas de visibilité pour ce qui va arriver après. Et donc du coup,
on attend, on est en plein suspense. Mais bien sûr, ça ne nous plaît pas du tout. Avec celui de Rongiroa, les aéroports de Nukuhiva, Iatea, Bora Bora et Fakarava, eux aussi sont épargnés par la grève de la frappe. La délinquance reste moins forte en Polynésie qu'ailleurs en Outre-mer, mais le trafic de stupéfiants explose et les coups et blessures volontaires sont en augmentation, plus 4,7% sur un an d'après le ministère de l'Intérieur. Et certains faits divers choquent. Mérénie Gamblin et Patrick Tsing ont recueilli le témoignage d'une victime. Les larmes l'envahissent lorsqu'elle nous raconte ce qui lui est arrivé. En janvier dernier, Heirei a été agressée par un sans-abri ivre d'une trentaine d'années près de l'ancien Mille d'Hélice. Elle faisait son jogging vers 18h dans ce lieu très fréquenté par les sportifs quand ils tentent de l'attirer vers lui. Elle parvient à lui échapper et porte plainte immédiatement, mais son agresseur, bien connu des services de police, n'a pas été inquiété. Depuis, je prends des cours de self-défense pour être plus rassurée et puis je vais un peu courir toute seule, quoi. C'est beaucoup trop inquiétant de le faire toute seule maintenant, étant donné que je le croise tous les jours, donc je sais qu'il est par là, quoi. C'était à la gendarmerie de prendre en charge. Étant donné qu'on n'avait pas de faits assez graves, ils ont dû le relâcher devant moi. Fallait-il attendre un viol ou un mort pour une action concrète des forces de l'ordre? Ce sentiment d'impuissance, Charles Renvoyer, acteur de la lutte contre l'ICE au Fénois, le partage, car certains de ses appels à l'aide sont malheureusement restés sans réponse. Dans certaines communes, c'est comme ça, malheureusement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord, et c'est là où, voilà, oui, ça me met en colère. Oui, parce qu'on aurait pu sauver des vies là-bas, dans leur commune, tu vois. Il a fallu qu'ils se mettent la corde au cou pour qu'ils prennent en compte la situation, mais c'est trop tard. Les violences physiques augmentent, mais la Polynésie reste l'un des territoires ultramarins les moins touchés. 15 faits pour 1000 habitants, enregistrés l'an dernier contre 24 en Guyane. La situation préoccupe tout de même l'Église qui se mobilise auprès des jeunes. Il y a une crise familiale. L'Église organise aussi des rassemblements de jeunesse où on aborde ces sujets-là. On a aussi des témoignages des gens qui ont été dans ces fléaux et qui sont nés sortis. Donc on organise déjà sur ce plan-là. C'est un travail qui demande, la participation de toutes les instances. L'ICE alimente la délinquance. Les atteintes aux biens comme les vols sont en augmentation mais toujours moins élevées que dans l'Hexagone. Les chiffres montrent aussi que les affaires sont mieux élucidées en Polynésie. Grégory Joron, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du syndicat policier Unité FO. Merci d'être sur ce plateau. On parlait de l'ICE à l'instant, c'est effectivement la grande préoccupation du moment. Plusieurs plans de lutte contre l'ICE ont été lancés. Que peut faire de plus la police ? Mieux anticiper, mieux s'organiser, mieux mettre à contribution tous les acteurs. Ça a été dit dans le reportage juste avant, parce que la réponse... c'est pas uniquement une réponse policière. On sait bien que malheureusement, pour lutter contre le trafic de stupéfiants et l'usage de stupéfiants en règle générale, on part évidemment de la prévention. Donc ça veut dire aussi de la présence policière au sein des établissements scolaires pour passer les bons messages. Mais ça doit aussi être de l'éducation. Ça doit être aussi toute la communauté religieuse, si tant est qu'elle puisse passer ces messages-là. Et je crois que c'est le cas qui doit être mis à contribution. Et il faut évidemment aussi un contrôle et aussi évidemment des sanctions quand c'est nécessaire. Donc la lutte contre les stupéfiants, c'est sur un ensemble de spectres. C'est pas que la police, mais il y a aussi la police. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est attendu dans quelques jours ici au Fénois. Quelles sont les attentes des policiers ? Elles sont multiples. Évidemment, il y a des points et des sujets transversaux à l'ensemble des territoires ultramarins. Il y a forcément la mobilité et le rapatriement des policiers originaires. On sait que c'est des attentions très particulières. On parlait de 120 agents polynésiens qui seraient bloqués dans l'Hexagone, c'est ça ? Oui, alors bloqués, ils sont bloqués parce qu'ils sont souvent traités comme n'importe quel policier français, c'est-à-dire avec des statuts et des verrous. Ils ont aussi des priorités légales d'affectation que sont les centres d'intérêt moraux et matériels. Encore une fois, c'est la loi qui le prévoit. Maintenant, il faut aussi qu'ils aient débloqué les verrous statutaires qui sont prévus dans leur statut de fonctionnaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un chemin de crête entre le statut et les attentes de ces policiers, la spécificité, l'éloignement. Tous ces critères doivent être pris en compte pour essayer d'assouplir, je pense, un peu les règles. Donc concrètement, pour l'instant, ce dossier n'avance pas ? On va surtout le poser et le travailler parce qu'on n'a pas énormément de marge de manœuvre sur le statut. Le statut, c'est le statut. Mais il y a aussi, entre guillemets, tout ce qu'on peut faire autour de ça. Vous parliez
des sujets transversaux, il y a les policiers municipaux qui pourraient avoir bientôt plus de pouvoir. Un projet de loi est en préparation, ça devrait être publié d'ici le mois de septembre. Ça consiste en quoi? Ça pourrait être une bonne réponse apportée à certains maires ici qui demandent un peu plus de pouvoir pour la police municipale? Je pense que la bonne réponse pour les maires qui veulent plus de police, c'est d'abord la police nationale. Le pouvoir régalien est extrêmement important. Moi, je suis très attentif à l'élargissement du pouvoir des polices municipales, parce qu'il ne faut pas oublier que si on continue à élargir les pouvoirs, on va en faire quand même des polices politiques, avec des maires qui, en plus, vont être en campagne dans moins d'une année et qui peuvent en faire un étendard, ou en tout cas un argument de campagne. Les pouvoirs de police, c'est d'abord le pouvoir régalien. Moi, je pense qu'il faut peut-être regarder la cartographie de compétences police-gendarmerie sur Tahiti particulièrement. On voit quand même qu'il y a une continuité d'agglomération qui mériterait qu'on s'y penche sérieusement pour élargir la police nationale et ses compétences. Un certain mal-être au sein des effectifs avait été révélé par des plaintes déposées contre l'ancien commissaire Mario Banner. C'est à Nouméa que ces plaintes sont instruites. Est-ce que vous avez des nouvelles? Quel est votre ressenti de l'état d'esprit des effectifs aujourd'hui? Les effectifs ont forcément été marqués par la période. C'était une période qui est quand même extrêmement difficile, avec un management toxique, voire brutal. M. Banner est parti à la retraite. C'est souvent d'ailleurs la manière dont on traite les hauts cadres dans la police nationale. Il n'y a pas souvent de sanctions. C'est souvent une mise à la retraite qui est déjà bénéfique, parce qu'au moins, entre guillemets, il n'y a plus d'effectifs en souffrance sous les ordres de ce genre d'individus. Les fonctionnaires de police sont résilients. Par essence, ils font un métier difficile. Une fois que les choses sont passées, il y a un nouveau directeur. J'espère qu'il apportera un peu de sérénité, parce que c'est ce qu'on attend. Et vous voyez bien qu'ils sont à la tâche, puisqu'ils sont sur le terrain pour essayer justement de protéger la société et nos citoyens. Grégory Joron, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. La mobilisation a payé à Fakarava. Un navire maltais a pu être déséchoué hier après plus de 24 heures d'efforts de la part du JRCC, de la commune, d'une entreprise privée et même d'une pension de famille. Le monocoque de 22 mètres s'était échoué vendredi soir alors qu'il était en zone de mouillage autorisée. Les opérations d'assistance ont permis d'éviter la perte totale du voilier, mais aussi de préserver l'environnement marin de Fakarava. L'enquête continue au lycée Ra'apoto à la suite de la découverte d'un cas de tuberculose au sein de l'établissement. Un élève résident à Moorea qui a été dépisté la semaine dernière. Alors après les élèves, ce sont les professeurs qui ont passé des tests, mais la directrice du lycée se veut rassurante. Des infirmières sont venues nous voir pour nous rassurer et prévenir que les parents avaient été contactés ainsi que les enseignants de la classe. On ne peut qu'espérer qu'on n'ait qu'un seul cas, mais voilà. On a un cas effectivement de tuberculose. C'est un petit peu peut-être perturbant pour ceux qui doivent passer le repêchage aujourd'hui, mais voilà, on fait avec. Et plus de détails sur notre site internet sur cette maladie infectieuse qui est hautement contagieuse. 50 à 60 nouveaux cas sont déclarés chaque année en Polynésie. Pour en savoir plus, c'est donc sur polynésie.lapremière.fr. Après le bac, la fac pour de nombreux élèves. En tout, il devrait être 700 à faire leur rentrée le mois prochain à l'UPF. Pas de bouleversement cette année, mais l'université ouvre la deuxième année de licence Sciences et Transition et la deuxième année du portail Sciences de l'ingénieur. Certaines licences 3 pour les futurs professeurs des écoles sont aussi adaptées. Et pour s'inscrire, tout se fait en ligne, mais les élèves peuvent être accompagnés sur place s'ils le souhaitent. Les précisions de la directrice des études et de la réussite étudiante au micro de Laïna Tetouanoui. Les étudiants ont un lien d'inscription, ils se connectent sur la plateforme et ils viennent eux-mêmes saisir leurs données d'état civil, leurs données de bac, d'études antérieures, déposer leurs pièces d'identité, leurs photos et puis effectuer le paiement en ligne aussi pour l'inscription. Et donc du coup, nous on valide tout ça ici ensuite et ils reçoivent un mail de confirmation. On prend la direction des Palau. Les mini-jeux se clôturent demain. On va en profiter jusqu'au bout avec les dernières performances des athlètes tahitiens. Plusieurs médailles ont été décrochées aujourd'hui en judo et en triathlon. Marouk Duri, David Chang et Melissa Chang. Noé Delbrey Guyot franchit la ligne d'arrivée et décroche une deuxième médaille d'or, mais celle-là est obtenue par équipe. Dès le premier départ, Salomé de Barthez talonne la championne de Guam, malade et donc absente sur l'épreuve individuelle hier.
Elle la rattrape sur les 5 km de vélo. Les coéquipiers tahitiens Jean-Marc Rimaud, Guénaël Roby et donc Noé Delbray-Guyot font le reste du travail sur les 3 relais suivants. 60e médaille d'or de Tahiti dans ces mini-jeux. Salomé a creusé direct le trou. Après, derrière, il fallait assurer et pas se faire reprendre. Tout le monde a fait son job. Il y a des petits qui ont repris un peu, mais chacun a donné le meilleur de soi-même et on a une belle médaille d'or en équipe. Voilà, tous ensemble, on a une bonne équipe. Maïdi fait partie de l'équipe, même si elle n'était pas aujourd'hui sur la course, vu qu'on n'était que 4. Mais on est une super équipe et la médaille d'or le prouve. Étouffante et conditions difficiles au Meyuns Sports Complex pour les judokas engagés dans ces mini-jeux. Tamaterei Hervé, déjà triple médaillé d'or en lutte la semaine dernière, est engagé en moins de 66 kilos. Émoussé physiquement, Tama s'incline en finale et décroche l'argent, tout comme Lucas Chen et Manatoa Luciani, respectivement en moins de 60 et moins de 73 kilos. Côté or, Ombre Popov et Terei Matuatini Bop font le boulot chez les femmes et de très belle manière, tout comme Kerian Vazapoli, ici à l'image, chez les hommes. Comme on disait avec le coach, c'était d'exister les Australiens, chacun dans notre côté de poule. Manatoa, celui qui a fini deuxième, a gagné aussi contre les Australiens. Ils ont perdu tous les deux en place de 3 normalement, donc la mission est accomplie. Nous on fait 2 médailles en finale, c'était le but. Bilan du judo tahitien sur la première des 2 journées, 3 médailles d'or, 3 en argent et 1 de bronze. Aujourd'hui, place à la compétition par équipe notamment. Ambiance de feu au gymnase national de Palau. Cette nuit, pour la demi-finale masculine de volley-ball entre Tahiti et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la confrontation est électrique. Jusqu'ici, les Tahitiens n'avaient pas perdu et n'avaient même jamais cédé un seul set à une équipe adverse. Mais rien ne se passe comme prévu pour les joueurs d'Axel Vaki, malgré un premier set remporté 25-18. Le public est venu en masse admirer cette confrontation de haut niveau. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. La Papouasie égalise en remportant le 2e set, puis le 3e set sur le fil. Tahiti se met à douter, fait trop de fautes alors que l'adversaire prend confiance. Les supporters papous explosent de joie lors du dernier point. Leur équipe s'impose 3-7 à 1 et affrontera en finale Wallis et Futuna. Tahiti joue en ce moment même pour le bronze contre les États fédérés de Micronésie. Ils y ont cru et ont bien failli réussir leur coup. Au beach volley masculin, la paire Hevanoa Vaki et Rautini Kari était à 2 doigts de battre les favoris de ce tournoi, la paire des îles Mariannes, champion des mini-jeux il y a 4 ans à Saipan. Les 2 Tahitiens font quelques erreurs, mais arrachent tout de même le tie-break. Ils manqueront la finale de 2 petits points après un 3e set très disputé, finalement perdu 13 à 15. Nos Tahitiens joueront pour le bronze également contre la paire fidjienne. Et elle souligne également les 4 médailles pour l'athlétisme hier, dont une en or pour Chiara Gilroy sur le 100 mètres haies. Grâce à ces belles performances, on le voit sur ce tableau des médailles, Tahiti est largement en tête devant les Samoa et les Fidji. De bon augure pour les Jeux à la maison dans 2 ans. C'est une très grande soirée qui s'annonce à Bora Bora. Le Heiva débute ce soir avec la traditionnelle parade des chars fleuris. Les 6 districts de l'île vont défiler à partir de 20h au rythme des orchestres Kaina. Ce matin, l'heure était aux préparatifs. Reportage de Lahei Najarian et Hitimanaki. Pas de temps à perdre, les petites mains s'activent pour finaliser les derniers préparatifs. À l'image, le char du district de Fa'anui. Les décorations sont tressées sur place, un savoir-faire qui ne date pas d'hier. Les fleurs sont le pandanus, le croton, les aoutis, les opuis, les dracaena et tant d'autres. Surtout c'est pour le char fleuri, c'est important. Il faut tresser et ça tient les fleurs. Composée de 189 membres, la troupe de Fa'anui compte bien émerveiller les yeux du jury et du public, notamment en mettant en avant leur thème cette année, Matahoa. Matahoa veut dire que c'est un début de tout. C'est comme la création de quelque chose. Quand on parle de Mata, il y a 2 sens. Mata, les yeux, et
Hoa, c'est un peu l'ami des yeux. Hein. Et au fait, dans l'histoire de famille, je trouve déjà pour y accéder, il faut l'autorisation. De son côté, la troupe Tamar Ihitia'a souhaite tirer son épingle du jeu avec son thème Te Mataotera. Composé de 122 membres, de nouveaux visages ont notamment fait leur apparition cette année. Il y a beaucoup de jeunes cette année, ce sont des jeunes danseurs, danseuses, c'est la première fois qu'ils dansent quoi. Hein, voilà, c'est ce que je remercie beaucoup. Au total, ils seront 6 chars à défiler ce soir. Plus de 1000 personnes sont attendues pour cet événement incontournable de la perle du Pacifique. Et Rayhain Nadjarian vous retrouve en direct de Bora Bora. Bientôt le lancement de ce Heiva, puisque plus que quelques minutes. Et on imagine donc que ça commence à s'animer autour de vous. Bonsoir Elodie. Et oui, les premiers danseurs et même les premiers festivaliers commencent à arriver ici donc à Veitapé. En tout cas, tout est prêt pour ce soir. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi à l'image, le char de Fa'anui sous sa forme finale. Pour rappel, cette année, 6 groupes participent au Heiva de Bora Bora, à savoir Fa'anui, Hitia'a, Tipoto, Anou, Amanahune et Nunue. Une chose de plus, eh bien, sachez que dès 19h30, les chars commenceront à se mettre en route vers la place Tuvavou, une soirée que vous pourrez vivre en direct sur Polynésie la première dès 20h. Sachez aussi que les festivités du Heiva se poursuivront dès demain matin à partir de 8h. Ça sera avec la course Lagonaire de Va'a en V1 et V12, Elodie. Et on suivra effectivement ces festivités avec vous. Et donc dès ce soir sur Polynésie la première en radio et en télé. Rendez-vous donc à 20h pour ce défilé des chars fleuris. Et pour se mettre dans l'ambiance, juste avant, il y aura le meilleur du Heiva Itaiti. Avant de se quitter et de laisser place à la fête, je vous rappelle l'information principale de ce journal. La frappe a quitté la table des négociations ce soir après moins d'1 heure de discussion avec le gouvernement. Pas d'accord donc sur la revalorisation du point d'indice. La grève pourrait débuter mercredi. Et on se quitte sur les plus belles images du spectacle de Hei Tahiti lors de ce Heiva Itaiti. Excellente soirée et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.